Hey! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste aller vérifier que le live est bien live. Laissez le temps aussi aux gens de se connecter. Fermer les milliers de fenêtres et d'onglets ouverts que j'ai à l'ordinateur que je n'avais pas encore fermé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, de mon côté, il y a tout le temps un paquet d'onglets ouverts. En ce moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 onglets ouverts. Et ça, c'est juste à un de mes ordinateurs. Mais celui du travail, il y en a à peu près autant. Puis mon cellulaire, il y en a, je pense, le triple. Donc, le live semble bien fonctionner. Je vais partager sur mon profil aussi. Donc, je vais aller voir. On a déjà des commentaires. Salut Patricia. Bonjour Fanny. J'espère que vous allez bien, mesdames, ce soir. Donc, ce soir, je rencontre la fondatrice de l'entreprise Maca. Donc, elle va pouvoir nous en parler un peu plus en détail ce soir. Mais avant de rentrer dans les détails de son entreprise, on va apprendre un peu plus sur elle, en fait. Et juste avant de poursuivre, je veux juste vous dire que pendant tout... En fait, il reste une entrevue prévue. Donc, la semaine prochaine, mardi le 20, avec Marie-Pierre Provencher, qui est, je vais l'appeler Master Multipotentiel. Et par la suite, mardi le 27, c'est moi qui va faire un live parce que je vous ai teasé un peu par rapport à ça, mais j'ai vraiment un nouveau projet super intéressant que je vais vous présenter. Et c'est mardi le 27 octobre que je vais vous le présenter. Donc, je vous invite à vraiment mettre ça à l'agenda parce que c'est moi, cette fois-là, qui va être en live pour vous présenter quelque chose de vraiment cool. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va vraiment valoir la peine que vous soyez là. Et tout le mois de novembre, mes entrevues du mardi soir vont être directement en lien avec ce fameux projet-là. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vais refermer mon calendrier et je vais, sans plus attendre, vous présenter notre invitée de ce soir, Jennifer Atoum. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Oui, t'es encore sur mute, par exemple. Donc, Excuse-moi. Oui, très bien. J'ai dit comme il faut. Puis, j'ai toujours peur de comme, faire une erreur quand je dis le nom des gens. Puis de... C'est comme moi, mon nom de famille, c'est Santerre Essiambre. Mais les gens, ils pensent tout le temps que c'est très exotique comme nom. Donc, c'est tout le temps comme Essiambre. Et puis, je suis comme, ah, c'est le fun, mais non, c'est pas ça. Mais c'est. Donc, tu l'as bien dit. Atoum. Super. Est-ce que ça va bien? Ça va. C'est une belle journée. Oui, Est-ce que tu étais au travail à ta boutique aujourd'hui? Non, c'est mon jour de repos aujourd'hui. C'est ton jour de repos, puis moi, je t'ai fait travailler en entrevue. Non, mais j'ai beaucoup travaillé, en fait. J'arrête jamais. Oui, hein, ben ça, je pense que c'est le lot de plusieurs entrepreneurs. Fanny, qui est connectée, est entrepreneur aussi. C'est une paillette également, donc je pense qu'elle doit savoir, elle aussi, de quoi on parle. Donc, sans plus attendre, comme j'ai dit en introduction, j'aimerais ça, avant de connaître ton entreprise, c'est toi que j'ai envie qu'on apprenne à connaître. Donc, peut-être nous raconter un peu ton parcours. Là, tu m'en as parlé un peu en pré-entrevue l'autre fois, mais j'aimerais vraiment ça que tu racontes ça aux gens qui nous écoutent ce soir. Puis, d'ailleurs, je veux juste ajouter, si jamais vous avez des questions, des commentaires, au fur et à mesure, n'hésitez pas à les indiquer et on va pouvoir les afficher à l'écran. Et si jamais vous écoutez en replay, ben écrivez replay puis vous pourrez écrire vos questions quand même. Puis Jennifer pourra y répondre en différé tout simplement. Donc, voilà, la parole est à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, donc je m'appelle Jennifer Leila Atoum. Mon parcours, en fait, commence, on va dire, il y a 33 ans, presque. Je suis née ici, au Québec, à Sorel-Tracy, d'une maman française qui a grandi au Québec et d'un papa libanais qui a grandi au Sénégal. Donc, mes parents sont de grands voyageurs et j'ai attrapé le virus. Ce virus-là, il était intéressant à attraper. Voilà,
c'est un virus on s'en sépare pas facilement. Donc, j'ai passé la première année de ma vie ici, puis ensuite, on est parti au Sénégal. Et j'ai passé mes premières années de vie au Sénégal, donc à côtoyer des gens d'une culture totalement différente. J'ai des photos de classe où j'étais la seule, en plus j'étais très blonde en fait, donc blanche, blonde. Tous mes camarades de classe étaient des Africains, donc c'était moi l'exception finalement. Et puis je pense que ça m'a marqué dans le sens où je suis vraiment très attirée par tout ce qui est différent, très très ouverte d'esprit. Donc après quelques années, on est allé s'installer en France. Et puis j'ai eu un parcours assez normal pour une enfant. Étant donné la situation familiale, donc venant d'une famille multiculturelle, j'ai grandi entre la France, le Canada et le Sénégal, donc quand même des cultures différentes. Oui, hein, c'est ça, de combiner ces 3 cultures-là, ça doit être particulier quand même. Oui, c'est ça. Je te dirais surtout, ce qui m'a marqué très tôt, c'est les différences de traitement entre les garçons et les filles. Je l'ai pas vu. Bon, là, en voyageant puis en vivant ici, j'ai vu plus les différences culturelles entre la France et le Canada. Mais ce qui m'a marqué très tôt, jeune, c'est vraiment ça par rapport en Afrique. Puis la famille de mon père est musulmane. Mon père n'est pas pratiquant, mais donc ma famille est musulmane et on m'a très rapidement dit que mes tantes avaient été mariées très jeunes étant 12 ans. Ok, très jeune. Très jeune. Puis donc un événement aussi qui m'a marqué, je devais avoir à peu près 12-13 ans. Puis j'étais chez des cousins très sympas, vraiment qui sont des gens très 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 bien. Puis il y avait une petite fille que j'avais jamais vue, qui avait à peu près mon âge, qui faisait des mots croisés d'enfants. Puis je demande à mon père, mais c'est qui? Puis mon père, qui est vraiment, il a beaucoup de qualités, mais la finesse n'en fait pas vraiment partie, m'a dit, c'est la femme de ton cousin. Et donc je dis, mais comment ça? C'est une enfant? Et puis il m'explique, mais c'est aussi comme il a été très honnête avec moi. En fait, il m'a expliqué que ses cousins, très bienveillants, etc., avec moi, et qui l'ont aussi été avec elle d'une certaine manière, sont allés acheter cette petite fille au Liban pour la marier avec mon cousin. Et là, je pense que ça a été vraiment un tournant dans ma vie parce que j'étais très en colère contre mon père parce qu'il a rien dit. J'ai appris à cet âge-là qu'on achetait des gens, ça se faisait. Et c'est là, je pense que cette rébellion s'est créée en fait en moi. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être née au bon endroit, dans la bonne famille, et qu'il y avait d'autres personnes sur Terre qui n'avaient pas cette chance-là. Donc je me suis un peu façonnée autour de ça. Pour la petite histoire, la jeune fille a grandi, elle a divorcé, puis elle est partie. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a, et quand j'en parle encore, j'ai l'émotion qui m'a vraiment. Ça vient tellement vous chercher au niveau de, c'est pas normal. Puis surtout quand c'est quelque chose qui se passe dans votre famille avec des personnes qui sont bienveillantes avec vous. Et là là. Donc c'est comme une prise de conscience assez brutale. C'est des gens qui sont très bienveillants, très gentils. C'est une culture en fait qui se perpétue. Alors tout le monde le fait pas là, mais c'était quand même monnaie courante. Et ça m'a quand même beaucoup marqué. Donc je pense que c'est pour ça, à partir de ce moment-là où dans ma vie d'adulte et dans les choix que j'ai faits, j'ai d'abord été en droit. Ensuite, quand j'ai vu que ça n'améliorait pas vraiment le système ou alors trop peu rapidement à mon goût, j'ai fait autre chose, donc en sciences politiques. Et donc après, j'ai fait un MBA. Mais c'est vrai que j'ai profité en fait de ces études pour voyager ailleurs
et pour vivre seule dans d'autres pays où j'ai vu aussi pas mal de choses. J'ai vécu seule au Maroc. Bon, en Angleterre, c'est un peu différent. Je suis allée en Chine aussi. Donc, c'est là que j'ai comme pris vraiment conscience de tout ce qui pouvait se passer ailleurs, en fait, en vivant sur place. Parce que quand on voyage pour quelques jours, ou quand on fait du tourisme, c'est bien, on connaît la culture, mais quand on y vit, c'est vraiment différent. Voilà. Donc, est-ce que ça fait quand même un peu le tour de c'est ça. Là, tu t'es promené par la suite. Il y a une question qui m'est venue en tête quand tu disais que tu étais plus jeune en Afrique. Donc, au niveau des études, tu étais la seule blanche. Est-ce que tu as vécu du racisme aussi? Tu sais, donc, eux, ils ont été très inclusifs avec toi. Puis ouais, c'était pas la même époque. Puis mon père, là actuellement il est à la retraite, mais il était médecin. Il a fait beaucoup de médecine humanitaire. Donc on n'a jamais été, on s'est jamais comporté autrement qu'avec du respect envers tout le monde finalement. Puis non, pas à cette époque-là, quand j'étais jeune. Mais par contre, je suis retournée il y a peu au Sénégal, justement pour Maka. On en parlera peut-être plus tard. Et là, oui, là, je l'ai vécu. Racisme, sexisme, ouais. Donc, mais quand tu étais plus jeune, tu l'as pas vécu. Non, puis je pense que entre enfants, c'est pas quelque chose qui est inné. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on malheureusement on apprend aux enfants à être, ou ils le font par effet miroir, mais non, moi j'ai que de très bons souvenirs. J'ai souvenir quand j'étais toute jeune, je pense que c'était en maternelle ou en première année, là, au primaire, j'avais un petit amoureux, puis tout ça, puis il était marocain, tu sais, puis j'ai souvenir d'avoir des gens dans mon entourage qui avaient exprimé une certaine inquiétude. Tu sais, dans le sens que, tu sais, les idées préconçues, mais tu sais, qui venaient vraiment, je pense, de peur, puis d'incompréhension, puis de justement, quand on ne connaît pas ça, ça nous inquiète. Fait que, tu sais, toute jeune, j'ai été confrontée au racisme, on va dire ça. Tu sais, même oui, si c'était du racisme. Alors que, c'est ça, moi, étant enfant, c'est la personne qui m'avait... On s'entend, là, un petit amoureux de maternelle. Oui, c'est ça. Vous étiez pas mariés encore. Non, je pense que c'est la 3e année, si je me trompe pas. Mais tu sais, tout ça pour dire que moi, c'était juste... Tu voyais la personne. La personne, exactement. C'est ça qui est beau chez... J'ai pas souvenir d'avoir vécu ça, mais tu sais, en même temps, tu sais, après ça, j'ai changé d'école, puis je pense que dans tout le cycle, il y avait peut-être juste un enfant avec une couleur de peau différente à peu près. Tu sais, c'était encore pas vu, mais il était quand même très accepté. Mais je sais pas à quel point les parents, eux, avaient les opinions. Mais je suis contente de savoir que de ton côté, c'était pas comme ça, mais en même temps, triste de savoir que c'est pas chose réglée. Hein, ça, Ah non, il y a du travail encore. Et oui, il y a énormément de travail à faire. Donc, tu as étudié en droit, tu as étudié en politique, et donc, tu as réalisé que ça n'avait pas vraiment... Est-ce que tu as pratiqué un tout petit peu ou tu as arrêté avant? En fait, non, j'ai pas... Parce qu'en France, on fait un master, donc c'est 5 ans. Et après, on passe un concours pour rentrer dans une école. On appelle ça l'école du barreau. Ben, c'est la même chose ici. Sauf qu'on peut y entrer après 3 ans, je crois. Et je suis pas sûre qu'il y ait un concours ici. Mais bon, j'aurais dû comme me préparer pour passer le concours. Et je savais que j'avais pas envie d'être avocate. Donc, j'aurais aimé défendre et protéger les plus faibles. Mais j'ai compris, enfin, dans la fac de droit où j'étais, que c'était pas vraiment comme ça que ça se passait. C'était pas comme ça. Et donc là, comment t'en es tombée? Là, tu sais, maintenant, t'es aromathérapeute. Comment on passe du droit, de la politique à l'aromathérapie? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de un à l'autre? Bah déjà, on arrête de vouloir faire plaisir à ses parents.
Je pense que c'est ça. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vécu, parce qu'ici, c'est quand même moins vieille école qu'en France. Mais j'ai toujours eu des facilités à apprendre. Puis, on avait déjà fait tous les plans pour moi, là. Bon, pas forcément droit, mais grandes études, etc. Donc, voilà, j'avais essayé de combiner mon désir de justice, parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, peut-être à cause de ce que j'ai vu étant jeune, j'ai toujours eu une espèce d'allergie à l'injustice. Ça vient me chercher profondément. Quand que ça arrive à moi ou à quelqu'un d'autre, là, c'est à peu près, c'est la même chose en fait. J'apprends à gérer, mais c'était pas évident. Donc c'est ça, j'ai fait du droit, j'ai 3 masters, j'ai travaillé en Chine, j'ai eu des postes à responsabilité, puis j'étais pas épanouie professionnellement. C'est ça qui est arrivé. Puis j'ai toujours été attirée par les plantes, alors peut-être parce que mon père est médecin, parce que j'ai passé les premières années de ma vie en Afrique, parce qu'après on est allé à la campagne, puis j'étais entourée de personnes qui travaillaient la terre, donc qui m'en ont quand même pas mal parlé. Mais bon, j'ai laissé ça de côté pour me concentrer sur un vrai travail, et en fait ça m'a rattrapée. En rentrant de Chine, j'ai commencé à faire de l'acné. J'avais 26 ans. Donc, j'en avais jamais fait. Puis, j'ai commencé à faire vraiment de l'acné sur les joues. Et plus je mettais de la crème, plus ça s'empirait. Donc, ma mère m'a dit, écoute, arrête. Et donc, je les achète en pharmacie. C'est de la qualité. Enfin, et ça partait pas. Donc, au bout d'un moment, en désespoir de cause, j'ai écouté ma mère. Puis j'ai vu que ça s'améliorait très rapidement. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire mes cosmétiques, mes crèmes, démaquillants, etc. moi-même, 100% naturel. Mes copines ont commencé à me demander d'en faire pour elles. Donc ce que j'ai fait. Et après, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur l'aromathérapie. Donc je suis partie au Canada, à Toronto, où je suis restée 4 ans. Puis j'ai décidé de suivre en travaillant full-time un cours de plusieurs années sur l'aromathérapie pour développer ma ligne de cosmétiques naturels. Il se trouve que j'ai adoré soigner les gens. Donc c'est aller un peu plus loin que ça. Donc voilà, c'est comme ça. En fait, c'est juste... je sais pas vraiment expliquer comment je suis arrivée là. J'ai l'impression que j'ai été plus guidée vers là. C'est qu'à un moment, quand c'était prêt, tout s'est embriqué. Puis j'ai toujours refusé de faire médecine, alors que je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être une vocation. Mais finalement, ça m'a rattrapée d'une manière différente. Puis je suis quand même contente, parce que si j'avais été en fac de médecine, je pense que j'aurais jamais connu l'aromathérapie. Mais c'est ça. Donc, d'une certaine façon, en créant des cosmétiques pour les gens et tout ça, avec des produits naturels, ben, tu leur viens en aide quand même. Ouais, l'aromathérapie, c'est en fait, à la base, moi, j'ai suivi ce cours d'aromathérapie pour vraiment bien utiliser les huiles essentielles dans les cosmétiques. Donc ça, c'était mon objectif. Mais ce qui est ressorti, en fait, c'est que l'aromathérapie, c'est une médecine holistique. C'est un moyen de soigner les gens par les plantes. Donc, ça va plus loin que le cosmétique. Voilà. C'est vraiment, en fait, j'y suis allée pour quelque chose, pour 10%. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait comme 110% à faire. Et donc là, tu as eu la piqûre, puis par la suite, tu as décidé de lancer ton entreprise et tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est Maca? Ouais. Ça ressemble à quoi un peu l'étendue de tes services? Sans faire un infopub, on s'entend, c'est pas ça l'objectif, mais c'est de comprendre un peu le concept de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais. Ok. Je dirais que cette entreprise a grandi avec moi. Elle est arrivée à maturité, en fait, avec moi. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 7 ans. Et
les entrepreneurs vont le savoir, ça évolue. L'idée derrière Maca, c'était vraiment, et ça a été depuis le départ, je veux avoir un impact positif sur le monde, je veux créer un système qui aide les gens. Ça, c'est comme la ligne directrice qui a pas changé. Je veux aider les gens à arrêter de se mettre du pétrole sur la figure, à arrêter de se détruire la santé sans le savoir, et je veux connecter les gens avec la réalité aussi, et les reconnecter avec la nature, parce que vraiment réaliser tout ce que les huiles essentielles peuvent faire sur notre santé, ça a été un choc. Puis comme mon père a su que j'allais en aromathérapie, que j'étudiais ça, parce que je lui ai dit quand j'ai eu mon diplôme, il est médecin, voilà, il s'est vraiment moqué de moi, et sauf qu'il est venu me visiter à Toronto, et j'ai soulagé son arthrite. Donc depuis, c'est plus aucune remarque, voilà. Et ça, c'est quand même vachement gratifiant. Papa, si tu regardes, je t'aime beaucoup. Voilà. Mais c'est ça. Ça s'est élargi de plus en plus, en fait. Comme ma connaissance des plantes et des huiles essentielles, parce que finalement, c'est des essences de plantes, les huiles essentielles, c'est agrandi. Le projet s'est transformé, et aujourd'hui, je pense que je peux dire que c'est un système, en fait, Maca. Le logo, d'ailleurs, c'est la fleur de vie, donc c'est comme tout est interrelié, et c'est vrai, on est tous reliés les uns aux autres. On l'a vu avec les événements des derniers mois, ce qui se passe à l'autre bout du monde a des répercussions ici. Donc je pense qu'on peut plus trop fermer les yeux sur comment les choses sont produites non plus. Donc la boutique, en fait, c'est comme un concept store autour de la santé au naturel, des plantes, l'écologie, et en même temps, c'est quelque chose qui est très engagé. Donc, il y a des projets sociaux qui vont être montés. Le premier, ça va être pour des femmes qui m'ont demandé à apprendre à lire et écrire. Donc, dès que je peux lancer ça, je le lance. Mais c'est un endroit, en fait, que j'ai voulu vraiment chaleureux, calme. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être aller voir quelques photos sur Internet ou venir me voir en boutique, ça me fera plaisir. Oui, à la fin de l'entrevue, tu pourras mettre dans les commentaires les liens vers ta page, ton site web et tout ça pour que les gens puissent aller voir un peu plus en détail ce que tu fais. Super. Donc, c'est ça. C'est un magasin où vous allez trouver des matières premières naturelles pour faire vos cosmétiques. Vous allez trouver des alternatives pour la vie de tous les jours, donc des alternatives écologiques, des essuie-tout réutilisables, etc. On a des contenants, mais vous pouvez venir avec vos propres contenants aussi. Donc, vous payez que les matières premières, c'est au poids. On a des herbes médicinales, des huiles essentielles, bien évidemment. Et on donne aussi des ateliers, donc on vous apprend à faire vos propres cosmétiques. Puis là, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vous faire des petits paquets pour que vous fassiez les ateliers chez vous par rapport à ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir le faire à distance, puis de donner. C'est ça. C'est vrai que c'est quand même l'idéal de se retrouver. Puis il y a toute une ambiance dans la boutique, et c'est le connecter. C'est quand même important, je pense. Mm-hmm. Mais bon, en attendant, on est en train de réfléchir à ça. Ouais, c'est sûr que ça reste une avenue qui est intéressante. C'est drôle qu'on parle d'huile essentielle et tout ça. Moi, j'ai commencé à travailler à temps partiel dernièrement. En fait, en mars, 2 semaines avant, une semaine ou deux avant le confinement et tout ça, j'ai commencé à travailler pour Arborescence, qui est un producteur d'huile essentielle de conifères qui est basé à Blainville et tout ça. Puis moi, je connaissais pas ça, les huiles essentielles. Puis là, de semaine en semaine, je découvre des nouvelles choses, moi aussi, puis je trouve que c'est super intéressant, tu sais, de voir toutes les propriétés, les bienfaits et tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a de l'information puis que ça peut aller loin. Ouais, vraiment. Là, tu as effleuré le sujet, mais j'aimerais ça parce que tu m'en avais jasé un peu plus en détail l'autre fois.
ton projet pour les femmes et tout ça. Explique-moi donc comment c'est né, puis c'est quoi vraiment en détail que tu comptes faire, puis comment tu es arrivé à ce constat-là de dire OK, c'est ça que je veux faire comme projet. Écoute, c'est comme je dis, c'est quelque chose qui m'a le droit des femmes, c'est quelque chose qui m'a toujours porté depuis que j'ai comme fait la différence. J'ai vu en fait la réalité jeune. J'ai travaillé dans le milieu aussi, ça je l'ai pas mentionné, mais j'ai travaillé dans le milieu de la défense des droits des femmes pendant plusieurs années à Toronto et à Montréal. Et donc oui, c'est ça, c'était vraiment mon why. Je veux aider parce qu'il y a eu une féminisation de l'agriculture au niveau mondial. Donc beaucoup de personnes, des personnes qui fabriquent les matières premières dont on se sert pour les cosmétiques, enfin les matières premières naturelles, sont des femmes. Donc en fait, ma démarche a été d'aller sur place pour sourcer mes propres matières premières. Actuellement, il n'y a pas que des matières premières qui ont été sourcées comme ça, malheureusement, mais à terme, c'est le but. Donc, pour l'instant, je suis allée au Maroc, Brésil et Sénégal. Puis, c'est ça, je vais là-bas, je fais une sélection. Je vais sur place, je travaille avec les femmes pendant plusieurs jours. Puis, je leur demande en fait ce qu'elles veulent que je fasse pour elles. Je pense que c'est les mieux placés pour répondre à cette question et savoir ce dont elles ont besoin. Et puis voilà, donc c'est ça. Elles m'ont demandé d'apprendre à lire et écrire, mais ça va varier en fait d'un pays à l'autre. Donc, j'ai fait une mission d'alphabétisation. Là, moi, personnellement, je m'attendais à ouvrir des crèches pour les enfants parce que souvent, les femmes qui travaillent l'huile d'argan sont des veuves qui ont des enfants veuves ou divorcées parce que, bon, elles ont le droit de divorcer au Maroc, mais du coup, elles sont un peu rejetées de la famille. Donc, ça les aide à survivre, mais elles ont aussi leurs enfants à charge et ou des membres de leur famille aussi à charge. Donc, je m'attendais vraiment à ça. Puis finalement, elle voulait apprendre à lire et à écrire. Donc... Qui leur donne des moyens supplémentaires. Je pense qu'un grand principe dans la vie, c'est de prendre et de donner. Donc, je me suis dit reverser une partie de mon chiffre d'affaires pour leur donner quelque chose à elles. Finalement, ça me coûterait une partie de mon chiffre d'affaires, là. Puis, ça équilibrait la balance. C'est vraiment ça, équilibrer la balance. Puis, quand je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, c'était une grosse séquence émotion, parce qu'on leur avait jamais demandé ça de leur vie. C'est la première fois. C'est fou de penser que jamais auparavant, ces femmes-là avaient eu l'opportunité d'exprimer leurs besoins. Qu'elles souhaitaient. C'est pour vous donner un peu par contre, ça se passe pas comme ça partout. C'est vraiment, faut remettre dans le contexte. C'est en plein milieu de la montagne, village pauvre, pas beaucoup d'éducation, et puis c'est pas tout le monde qui fait ça, mais en général, dès qu'elles sont en âge d'avoir des enfants, elles sont mariées, puis 2 filles, elles deviennent femmes, elles deviennent mères, puis c'est fini, elles n'existent pas en tant que personnes, en fait. Donc, c'est comme ça dans beaucoup de pays. Puis, ça rend même comme ça ici, sauf que c'est plus poli, plus déguisé. Ouais. Ok, on n'est pas mariés super jeunes, mais... on n'accepte pas encore que les femmes soient tout à fait exactement le genre de personnes qu'elles veulent être. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être pas autant ici qu'à d'autres endroits, mais le chemin n'est pas le chemin est pas terminé. Là. Il reste beaucoup de gravel encore, là, puis même du défrichage encore à faire, j'ai l'impression. Pour ça, même si en fait,
tout ce qui est les causes, le féminisme, puis tout ça, c'est pas un sujet que je maîtrise bien. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais on dirait que j'en avais pas entendu parler tant que ça avant, peut-être les 2-3 dernières années. Avant MeToo. C'est ça. Tu sais, avant ça, j'en entendais pas vraiment parler. En fait, il y a plusieurs sortes de féminisme, puis on parle souvent des plus extrêmes, mais c'est juste finalement le droit de pas être traité différemment parce que tu es une femme. Genre, c'est le même salaire pour le même travail, c'est être respecté en tant que personne. Enfin, même au Canada, là, les dernières statistiques que j'ai en tête, c'est que pour le même travail avec des diplômes équivalents, et souvent les femmes ont des meilleures notes à l'université que les hommes, je dis en passant, on est payé 25% de moins. Pourquoi? C'est vraiment une question... Tu sais, il y a eu un temps où les gens disaient « Ah, mais c'est parce que les métiers que les femmes avaient au début étaient moins bien rémunérés parce que c'était pas le même genre de choses. » Mais c'est pas vrai parce que si on prend des métiers, des professions que c'est justement à compétences égales, comment ça se fait que c'est pas équivalent, ça, je sais pas. Tu sais, j'ai jamais comparé non plus ma paye avec la paye de mes collègues de travail ou peu importe. Les endroits où j'ai travaillé, je pense que tout le monde avait la même affaire. Que tu penses? Ah oui, ben non, mais en fait, c'est que les emplois que j'ai eus étaient, exemple, dans le milieu communautaire. Ok. Oui, sûr, c'est différent. C'était différent. Donc, j'ai pas travaillé dans des gros milieux corporatifs. C'était des là où tout le monde avait le même salaire. Il n'y avait pas de... Oui, ils n'avaient pas beaucoup de marge dans le domaine. Donc, je l'ai pas vu. C'est ça, c'est que j'ai pas été confrontée nécessairement à ça. Puis c'est quand on s'informe un peu. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de s'éduquer puis de s'informer. Puis de pas rester dans notre petite bulle aussi. C'est avec qui je parlais de ça? Je me souviens plus c'est avec qui j'en parlais, mais je pense que c'est cette semaine, on parlait des fameuses bulles que, exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas commenter des choses qui t'intéressent, tu vas liker des choses qui t'intéressent, qui sont souvent dans la même façon de penser que toi, ce qui fait en sorte que Facebook va te montrer ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, ça fait une espèce de tri qui te donne l'impression que tout le monde pense pareil comme toi. Puis tu n'as plus accès à toute cette diversité-là d'informations et tout ça, cette richesse-là est un peu disparue. Je te dirais que mon éducation s'est faite au travers de mes jobs. J'avais senti et vu et observé des choses. Mais vraiment, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, je l'ai vu. Bon, après, il y a vraiment des personnes qui sont extrémistes, extrêmes. Après, c'est leur choix. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit une fois, est-ce que tu es sûre? Parce que une fois que tu mets les lunettes du féminisme, tu peux plus les enlever. Et c'est vrai. Et c'est qu'on voit de plus en plus les choses et même des choses qui me semblaient normales ou charmantes il y a quelques années, là. Maintenant, je trouve ça juste sexiste. Mais bon, après... C'est ça, puis c'est là où l'éducation devient importante parce que des fois, je pense que les gens, c'est pas pour mal faire nécessairement qu'on continue. Tu sais, moi aussi, des fois, là, je sais pas comment faire quelque chose. La journée que je sais comment faire quelque chose, puis là, je suis comme, mais voyons que les gens, ils le font pas comme il faut, quand moi, juste avant, je le faisais pas comme il faut. Tu sais, on dirait que rapidement, on oublie qu'on a déjà été cette personne-là, puis qu'on le savait pas, nous autres non plus. Tu sais, mais les hommes, je discutais avec un voisin là, cet été, puis ils prennent conscience des comportements, justement, avec MeToo, etc., tout ce qui s'est passé. Ils prennent conscience de comportements qui étaient pas très qu'ils ont pu avoir et qui n'étaient pas très respectueux
du consentement, mais ils le savaient pas. Bon, est-ce que ça excuse? Je prononcerai pas là-dessus, mais au moins il y a une prise de conscience en fait. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience-là, chez les individus normalement constitués, il y a un changement d'attitude. Donc, et s'il n'y a pas de changement d'attitude, c'est là qu'il y a un gros problème. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est non, t'as raison, l'éducation, c'est clé en fait. Je trouve ça vraiment super intéressant. Là, ça fait 35 minutes qu'on jase. On a 1 heure de disponible. Fait qu'on peut continuer de jaser encore. J'étais curieuse, est-ce que tu as peut-être des anecdotes de voyage à raconter, des choses particulières que tu as pu vivre autant plus jeune que dans les différentes villes que tu as vécues? Moi, c'est le genre de choses qui m'intrigue beaucoup. Je suis curieuse. Fait que, le voyage et tout ça m'interpelle énormément, mais j'ai pas eu l'occasion de... En fait, comment je peux dire ça? Je vais dire que j'ai pas eu l'occasion de voyager. J'étais allée en vacances, mais j'ai pas voyagé. J'ai pas vécu assez pour m'imprégner de d'autres cultures. J'ai pas vécu ça, mais ça m'interpelle énormément. Fait que je suis curieuse de savoir les différents pays dans lesquels tu as vécu. Ça a été quoi peut-être les particularités, ce qui est le plus ressorti? Ok. Alors, je vais commencer par le Maroc. J'ai vécu au Maroc pendant presque 1 an, puis je vais vous parler de ça parce que ça va vous plaire. En fait, je travaillais pour Amnesty International pour l'éducation aux droits humains, justement. Et on était en déplacement dans une école coranique à Marrakech, puis on dormait à l'hôtel. Et en fait, à ce moment, en même temps, c'était le Festival international du film de Marrakech. Donc, il y a tous les films américains, les acteurs américains de partout dans le monde, etc., étaient là aussi. Puis un matin, je descends et il y a ma boss qui est de Casablanca qui dit on m'a déposé des invitations pour un événement. Je suis pas sûre que ce soit intéressant d'y aller. Puis là, je regarde et je vois Festival international du film. Je dis quoi? On y va. On y va. Rien à dire. On y va. Puis bon, j'avais pas la robe malheureusement que j'aurais aimé avoir pour l'événement, mais on y allait. Et donc on était 4. Et en fait, tu sais, t'as le tapis rouge central où les gens se font prendre en photo, puis les personnes en voiture arrivent. Puis sur le côté, t'avais un plus petit tapis rouge. Et il y avait la foule des 2 côtés. Puis là, on passe et tout, machin. Puis je fais quand même assez européenne. Puis là, les gens, ils commencent à crier. Ils commencent à me tendre des mains, des stylos et du papier. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Puis après, je me suis dit, non, Jen, ça t'arrivera pas 2 fois dans ta vie. Donc, j'ai joué le jeu. J'ai commencé à serrer des mains, à signer des autographes. Et j'étais, mais au top, quoi. J'étais, ouais, j'ai vraiment... c'est génial! Ça, en fait, c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est, tu sais jamais ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression que puisque t'es plus ouvert à l'imprévu, t'as plus de choses imprévues qui arrivent. Voilà. Donc, on a passé toute la soirée là-bas. Après, on a fait la soirée privée après la projection des films. C'était super cool. Et ça, c'est vraiment un très bon souvenir, puis quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre, en fait. Et voilà. Je suis en train de me demander depuis tantôt, essayer de voir à quel artiste, à quelle vedette américaine tu pourrais ressembler. Mais non, mais c'est juste qu'à l'époque, j'étais blonde en plus. Donc, je pense qu'ils ont juste vu quelqu'un, enfin, une jeune femme blonde qui était clairement pas marocaine, hein. Puis ils se sont dit, elle est sur le tapis rouge pour rentrer, donc ça doit être une actrice. Puis même si on la connaît pas, on va prendre son autographe. Voilà. Ah, ça c'est très drôle. Ouais. Le Maroc, c'est un pays qui m'a quand même beaucoup marqué. Dans un autre ordre d'idées, j'allais beaucoup à la Médina, la vieille Médina. J'habitais à Casa. Donc la vieille Médina, c'est le souk. Puis je me suis liée d'amitié avec un jeune vendeur de babouches qui s'appelle Ali.
Et il a ce qu'on appelle la marque de la pièce ici. Donc en fait, c'est la force de prier. Ils ont des personnes qui sont vraiment très pratiquantes ont une marque ici un peu ronde là, donc on dit qu'ils ont la pièce. Et donc avec lui, j'ai eu des discussions de fou sur Dieu, sur les êtres humains. Et oui, et ça, je pense que c'est important que j'en parle parce que lui, son discours, c'était blanc, jaune, orange, violet, on est tous les enfants de Dieu. Donc ça prouve qu'il y a quand même un islam, enfin même majoritairement un islam extrêmement tolérant, qu'on entend parler beaucoup des extrémistes. Puis c'était vraiment quelqu'un de Casa qui a grandi, qui vivait dans la Médina, là, donc pas quelqu'un de très éduqué non plus, mais avec une tolérance et une intelligence aussi quand même assez incroyable. Puis il m'aidait beaucoup, il me faisait passer pour la femme de son frère, donc du coup j'étais souvent invitée à boire des thés, puis je prenais part à des discussions assez intéressantes. Et un jour, je cherchais des cadeaux et il a regardé un portefeuille en cuir et je voyais qu'il le voulait. Puis son ami qui tenait la boutique et tout, on s'est regardé. Puis en fait, je suis allée le voir, je suis retournée après, puis je lui ai dit, tu sais, le portefeuille, là, Kelly, regardez, voilà, il dit, mais ça, ouais, il l'aimait beaucoup et tout, mais nous, on s'achètera jamais ça, ça coûte beaucoup trop cher. Puis le prix en euros, ça faisait 10 euros, c'était quand même 15 dollars, là. Donc du coup, je lui ai acheté, puis je lui ai offert, il était, non mais les yeux, quoi, il en revenait pas, il était genre trop heureux. Et donc j'allais régulièrement tous les ans après au Maroc. C'était comme, voilà, à chaque fois il me ressortait, il me disait, ah, tu vois, quand je sors mon portefeuille, je pense à toi, etc. Donc c'est vraiment une belle amitié qu'on a développée, alors qu'on est deux personnes totalement, mais totalement différentes. On aurait même, enfin je vais pas dire on n'aurait pas dû se rencontrer, parce que si on s'est rencontrés, c'est qu'il y avait une raison, mais on est dans des univers parallèles, enfin, différents, quoi. Voilà. Donc, Ça, c'est le genre de choses que le voyage permet, ce genre de rencontre-là qu'on croirait pas. Ma sœur, une de mes sœurs, ma sœur Joëlle, elle a voyagé beaucoup. Elle a fait, elle est partie de l'Ouest canadien en vélo, puis elle a descendu, puis elle a fait elle est allée au Mexique, puis tout ça, puis tu sais, pas dans les villes touristiques et tout ça là, au Mexique, puis elle a eu la chance de jaser vraiment avec les résidents de l'endroit et tout ça, puis de comprendre c'est quoi les problématiques sociales qu'ils ont, c'est quoi les problèmes associés au tourisme en général. Puis, tu sais, elle a vécu plein de choses, puis elle m'a partagé ça, fait que d'une certaine façon, j'ai pu voyager un peu à travers ça, mais je trouve ça beau, je trouve ça fascinant, puis tu sais, c'est pas la même chose, mais avec les entrevues que je fais, j'ai un peu l'impression des fois de voyager avec les gens, autant voyager parce qu'il y en a, par exemple, j'ai rencontré une fille qui est expatriée, qui habite aux îles Turquoises, tu sais, fait que c'est Jen Fortier, mais je rencontre des gens qui ont du vécu et tout ça, puis j'ai l'impression que ça me fait découvrir puis que ça me fait voyager d'une certaine façon, surtout là que c'est pas vraiment facile de voyager en ce moment. Ouais. Ben, je dis ça, mais c'est Maria et Geneviève que j'ai rencontrées en entrevue il n'y a pas très longtemps. Elles sont parties pendant 10 semaines, en tout cas pendant un mois et demi, 2 mois en Crète. Avec le travail à distance de là-bas avec leur bébé d'un an. Wow. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça fascinant et tout ça. En dehors du Maroc, quel pays t'a le plus marqué, puis pourquoi? Je dirais la Chine. La Chine parce que c'est la 4e dimension. C'est vraiment différent de A à Z. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. J'ai commencé, quand je suis arrivée en Chine, j'étais dans une petite ville chinoise avec quand même plusieurs millions d'habitants, qui s'appelle Nanchang. C'est dans le nord de la Chine. Puis
C'est comme dépaysement total. Là, il y avait même pas de panneaux, ni dans les restaurants. C'était tout écrit en pinyin, donc pas avec notre alphabet à nous, mais leur alphabet à eux. Personne parlait anglais. C'était vraiment une immersion totale, là. Ouais. Est-ce que tu as fini par arriver à comprendre un peu? En fait, je parlais un peu chinois. J'avais déjà des bonnes bases, puis j'avais commencé par partir pour faire un mois de chinois intensif en université. Et l'éducation à la manière chinoise, voilà. C'était... ouais, on fait rentrer le plus possible, là. Mais, c'est comme est-ce que tu as vu passer, il y a un gif dernièrement qui circule que l'enfant est à l'école. Ouais, il fait ça, là. Ouais, je l'ai partagé il y a plusieurs mois déjà sur mon profil. Mais c'est vraiment cool ou comique. Mais c'est un peu ça, en fait. C'était ça. C'est ça. Et donc, tu avais déjà quand même certaines bases. Sinon, oui, en fait, je pouvais te débrouiller si personne parle la langue. Ouais, mais tu sais, on comprenait pas parce que j'étais avec, je pense, 4 autres étudiants français. Puis on savait pas lire le pinyin vraiment, donc on pouvait dire oui, non, négocier au marché. Mais les plats, en fait, on fait ça. Vraiment, c'est des bons souvenirs. D'ailleurs, c'était la devinette, quoi. Donc, un jour, mais en fait, je sais pas si c'est de la chance ou et je suis toujours tombée sur des locaux adorables. Adorables. Puis une fois, j'étais avec un ami, on était dans le resto où on allait d'habitude. Puis on choisit un plat pareil à l'aveuglette parce qu'on savait pas. De toute façon, on n'arrivait pas à lire. Puis on se retrouve avec une soupe, ok, mais une soupe rouge. Puis nous, on commence à manger la soupe avec une cuillère, tu vois. Donc on mange. Je lève, c'était hyper épicé parce que dans le nord de la Chine, ils mangent très épicé. Puis j'étais là, non, c'est pas possible. Puis là, je lève les yeux, je vois mon ami, il était en train de pleurer. Il avait les larmes qui coulaient sur ses joues. Oh mon Dieu. Et en fait, le gérant du restaurant a eu tellement pitié de nous, en fait, qu'il nous a apporté chacun un bol de riz, puis il nous a dit manger pour faire passer le piquant. Et en fait, la chose, et ça c'est drôle parce que c'est vraiment culturel, c'est que la soupe, ils mangent en fait avec les baguettes les éléments de la soupe, ils mangent pas le bouillon. Donc en fait, on l'avait pris, tu sais, il y en a certains qui le mangent après, mais en fait, après on a vu des gens arriver, et puis ils prenaient les baguettes, puis ils mangeaient comme les légumes et les pièces qu'il y avait à l'intérieur. Ça aurait été piquant, mais un peu moins. Toutes ces choses-là, là, c'est quand même vraiment fascinant. Et je vais revenir un peu en arrière, pas en arrière, mais plus en avant avec l'aromathérapie et tout ça. Je serais quand même curieuse de savoir, est-ce que tu peux nous donner quelques peut-être faits sur les huiles, par exemple, dans les huiles populaires les plus connues? J'ai fait des vidéos, en fait, quelques petites vidéos sur ça, où je donne des tips. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur les huiles essentielles. Je sais pas trop quoi dire comme en général. La grande majorité des huiles essentielles sont antibactériennes. On peut soigner beaucoup de choses avec. La plupart du temps, il faut que ce soit dilué, j'imagine. Quand on la met sur la peau, oui. Mais alors là, pour connaître la bonne dilution, il faut aller voir soit un aromathérapeute certifié ou un naturopathe. La différence, en fait, entre les naturopathes et les aromathérapeutes, c'est que une grosse partie de la formation de naturopathe, c'est l'aromathérapie. Puis à ça, on ajoute les compléments alimentaires, la diététique et puis la phytothérapie, d'autres choses. Mais un gros bloc, en fait, c'est des aromathérapeutes qui combinent d'autres spécialités. Est-ce que tu as un intérêt pour pousser les études plus loin pour éventuellement devenir naturopathe? Je sais pas trop. Peut-être, oui, certainement. J'y avais pensé.
Là, actuellement, j'ai beaucoup de travail, donc je sais pas quand ça va être possible, mais c'est dans mes plans. J'ai commencé à suivre des cours, mais là, je sais pas trop si ça va être ou plutôt quand ça va être, Quand ça va être. ça va être faisable. Et ton entreprise est à Montréal, à quel endroit? Alors, on est situé au 54-27 boulevard Saint-Laurent, c'est dans le Myland, juste à côté des bureaux d'Ubisoft. Donc, je pense que c'est entre Saint-Viateur et Saint-Joseph, si je me trompe pas. OK. Puis, c'est ça, on est ouvert du mercredi au dimanche à partir de 11h en semaine. À partir de 11h. Voilà, puis donc... venir, c'est ça, même malgré la pandémie, toi, tu es quand même ouverte. Oui, oui, la boutique est vraiment immense, là. Elle est très, très grande, donc on peut très bien être facilement à 4-5 dedans en étant à plus de 2 mètres de distance. Ça fait combien de temps que tu as ouvert ton... Ça fait un mois, tout juste il y a 2 jours. Donc, la boutique, c'est tout nouveau, là. C'est ça. Ouais, mais en fait, j'étais en ligne avant, puis c'est comme ça a beaucoup évolué. Puis j'ai signé le bail juste avant la Covid. Bad timing ou bon timing, dépendamment. Donc ouais, on voit comment ça se passe, mais les gens réfèrent, viennent, reviennent, envoient leurs amis, donc c'est plutôt bon signe. Je trouve que j'ai pas encore vraiment trop fait de visibilité, donc je trouve que c'est plutôt... J'invite fortement les gens qui sont dans la région de Montréal, qui vont écouter la vidéo probablement en différé ou maintenant. Patricia et Fanny qui sont connectées. Il y a au moins 3 personnes qui regardent en ce moment en direct le live, mais c'est pas des gens de Montréal, je crois, en ce moment. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir le repartager puis probablement montrer la vidéo aussi aux paillettes qui sont intéressées. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller te voir. Là. Donc, dans le fond, en boutique, les gens vont pouvoir acheter les ingrédients pour créer leur propre... oui, en fait, on a un site en ligne, une boutique en ligne aussi, donc on n'est pas que physique. Donc les gens peuvent aussi acheter sur Internet. La seule chose, c'est que bien sûr, ils peuvent pas venir avec leur contenant. Donc en boutique, ils peuvent venir avec leur contenant puis prendre uniquement les matières premières au poids. Sur Internet, c'est un peu différent, mais on livre partout au Canada. Parfait. Donc, je te remercie infiniment d'avoir pris la peine d'accepter mon invitation et merci de parler un peu de ton parcours. Tu pourras mettre dans les commentaires, comme je disais, les liens pour ta page Facebook, ton Instagram, ton site web aussi. Donc, les gens pourront aller te rendre visite, j'ose espérer. Et on peut pas donner de détails encore parce que c'est un secret, mais tu as peut-être un lien avec mon projet secret. Peut-être. Peut-être, mais on peut pas le dire. Donc, on saura bientôt. Oui, exact. Le 27 octobre, je vais donner plus de détails. Puis pour celles qui seraient intéressées, je fais aussi des consultations. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je fais aussi des consultations d'aromathérapie. En présentiel ou alors via Internet. Okay. Super. Voilà. Youpi! C'est ma mère qui dit youpi. Qui est intéressée, je crois. Ben moi, de mon côté, comme je disais, l'aromathérapie, on pourra peut-être en jaser, mais justement en travaillant pour Arborescence. Moi, je suis aux communications et au marketing, mais j'ai l'impression qu'il me manque encore quand même une bonne base d'informations que si j'avais toute cette info-là, ce serait plus facile pour moi de communiquer avec les gens la bonne information. Mm-hmm. Donc, je vais te revenir avec ça parce que ça m'intrigue beaucoup tout ce qui est en lien avec les huiles essentielles puis faire ses propres cosmétiques. Moi, j'ai la peau hyper sensible, fait que je mets presque
je mets presque rien, tu sais, justement parce que je fais facilement des réactions. Donc là, ça me parle beaucoup. Puis même les produits naturels, des fois, on peut faire des réactions. Tu sais, Ouais, c'est vrai. c'est quel produit? En tout cas, j'ai utilisé un produit que c'est juste des produits naturels à l'intérieur, mais que, tu sais, ma peau, c'est un masque, puis après ça, ma peau... Mais il y avait des huiles essentielles dedans ou pas? C'était-tu avec des huiles? Je pense pas. C'était la marque Zora. C'était un masque, mais je pense que c'était de l'argile. Je veux pas dire n'importe quoi. Non, c'est pas de l'argile, mais tout ça pour dire que c'est un produit qui est naturel, mais qui est quand même très puissant, qui fait en sorte que les gens qui ont la peau très sensible, je vais essayer de retrouver rapidement. Je vais juste voir parce que le masque, ce sera pas bien long. Je trouve plus le nom du produit. Je voulais voir le nom pour que tu puisses peut-être me parler de ce produit-là, mais là, je le... Donne-moi juste 2 petites secondes, je suis en train de chercher. Oh là, ça fait exprès, j'arrive plus à trouver avec les ingrédients qu'est-ce que c'était, mais je pourrais t'en reparler parce que là, je trouve, tu sais, quand on cherche quelque chose puis que là, ça fait exprès, on le trouve pas. Alors que d'habitude, on trouve directement... je l'ai. C'est parce que j'allais abandonner. L'huile d'argan. L'huile d'argan, normalement, tu fais pas de... C'est de l'huile d'argan pure? Non, ça, c'est l'exfoliant. C'est pas le masque, mais c'est le type de produit. En tout cas, je sais que c'était plus sensible Il faut... masque haute efficacité. Il faudrait que tu regardes la liste des ingrédients parce que c'est possible que tu réagisses pas forcément aux matières naturelles qui sont dedans, mais peut-être aux conservateurs. Ça se peut. Ça se peut. Tu vois, là, le but de l'entrevue, c'était pas d'avoir une consultation, une consultation privée, mais je pourrais te revenir avec mes questions. Et là, j'entends ton chien qui s'impatiente. Oui, il s'impatiente. Ça suffit. Il est 9 heures. Ouais. On a assez jasé. Mais n'oublie pas de mettre dans les commentaires tes différents liens. Puis, pour les gens qui vont avoir écouté en replay, ils pourront poser les questions en différé s'ils en ont ou te contacter directement par le biais de tes pages, comptes, profils et tout ça. Et s'ils font la recherche directement, c'était Care by Maca qu'on arrivait à trouver, je crois, sur Facebook? Ouais. Oui, c'est ça, c'est en mettant carebymaca.com. Je ne sais pas pourquoi on est difficile à trouver sur Facebook, mais je mettrai peut-être le lien direct de la page. Mets le lien direct plutôt que juste le nom de la page, comme ça les gens vont trouver plus facilement. Donc sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de soirée. La semaine prochaine, comme j'ai dit en début d'entrevue, je rencontre Marie-Pierre Provencher qui a une page que vous connaissez peut-être qui se nomme Les Multipotentiels. Ça donne que le 3/4 des gens que j'ai rencontrés en entrevue jusqu'à présent sont multipotentiels. Clairement, Jennifer, t'es une multi, toi aussi, t'as des talents multiples. Donc, Marie-Pierre va pouvoir, je pense, décortiquer ça un tout petit peu, puis nous parler de son parcours, puis comment elle a découvert qu'elle était multi. Et puis, comme je vous dis, l'autre semaine d'après, donc le 27, c'est un lancement spécial de mon projet secret. Donc, je vous remercie tout le monde. Merci, très intéressant. Merci, maman. Merci. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup, Jennifer. Bye. Merci, Kim. Salut.